Imaginez, les amis, si vous étiez accro à un jeu et que vous y jouiez pendant 10 ans, juste pour atteindre la salle du boss final, et là, en arrivant, vous découvrez que c'était un test pour voir si vous êtes vraiment digne de participer à ce monde. Et maintenant, vous êtes devenu le barbare que vous avez choisi pour finir ce jeu. Ça, c'est l'histoire de notre protagoniste. Un gars qui a toujours été super faible et qui passait beaucoup de temps à l'hôpital. Il a toujours été accro aux jeux vidéo, un peu comme moi, mais il commençait à en avoir marre, parce que les bons jeux ne sortaient plus. Et plus, comme avant quoi. Finalement, il est tombé sur un forum où on parlait d'un nouveau jeu. On disait que contrairement aux autres jeux, celui-ci forçait le joueur à tout faire à 100%. Dungeon and Stone, un RPG 1D avec des graphismes 2D. Au début, notre protagoniste n'était pas super emballé, parce que le jeu n'était dispo qu'en anglais. Mais comme c'était gratuit, il a décidé de tenter le coup. Quand il a fallu choisir un personnage, il y avait les classes, humains, sotopin, nain, elfe, barbare et furie. Il y avait aussi une classe avec 3 points d'interrogation, et notre protagoniste ne savait pas si c'était une option pour choisir au hasard ou si c'était un perso secret. Finalement, le protagoniste a choisi n'importe qui, vu qu'il ne pensait pas jouer beaucoup à ce jeu, vous savez. Et il a fini par choisir le barbare, les amis. Le jeu, au début, il avait l'air vraiment pourri, vous savez. Mais notre protagoniste, il est devenu tellement accro qu'il ne voyait même plus les erreurs passées. C'est fou. Un vrai drogué de ce jeu, carrément. Dans ce jeu, il y a des classes uniques. Mais aussi d'autres qui sont juste nulles à chier, faut le dire. Aussi c'est lié avec un pélé. Et si tu meurs, hop, tu repars de zéro, quelle galère. Au début, c'était un peu cool, je dois avouer. Mais après, il n'arrêtait pas de mourir encore. Il était frustré, c'est sûr, mais il n'a pas lâché l'affaire, Il a commencé à jouer depuis l'hôpital, les gars. Ensuite, il est devenu fonctionnaire. Il a même fini ses études à la fac, vous imaginez? Il a trouvé un boulot et pendant tout ce temps, il jouait sans arrêt à Dungeon and Stone. Et pourtant, il mourait toujours, vous vous rendez compte? 9 ans se sont écoulés, et là, enfin, il a atteint la salle du boss final, quelle épopée. Il a réussi à atteindre la porte des abysses. C'est dingue? Bien sûr, notre protagoniste était fou de joie avec cet exploit. C'est évident. Et il a fêté ça comme jamais, vous pensez bien. Il a même demandé si d'autres joueurs avaient réussi à aller aussi loin que lui, vous croyez? Quand même, il a sacrifié 9 longues années de sa vie pour ça, c'est pas rien. Et là, la question qui tue arrive, les amis. On entre dans la salle du boss, oui ou non alors? Et quand il choisit oui, parce que, soyons honnêtes, il va y entrer, n'est-ce pas? Le gars a passé 9 ans à farmer, quand même. Il a carrément donné sa vie à ce jeu, les amis. Il va vraiment dire non, sérieusement? Et là, le jeu le prévient qu'il risque de ne pas revenir. C'est chaud, Lui demandant s'il est vraiment sûr de vouloir entrer. Évidemment, ça ne fait qu'ajouter du mystère, Ça donne l'impression que le jeu est un peu menaçant. Vous ne trouvez pas? Bon, après avoir choisi oui, le jeu commence à charger, là. Et notre protagoniste commence à se demander comment le boss va être. Finalement, le jeu lui annonce qu'il a atteint l'abysse, que le tutoriel est terminé, les amis. Notre héros est juste sidéré que le jeu considère ça comme un simple tutoriel, vous imaginez? Et il recommence à s'énerver encore, parce que maintenant, le jeu est en coréen. Sérieux? Franchement, notre protagoniste ressemble vraiment à la classe qu'il a choisie au début. Énervé partout, il a vraiment l'air d'un barbare, quoi. Après que le jeu ait fait sa vérification d'utilisateur, des lumières commencent à sortir de son écran, là. Des lumières qui l'ont complètement enveloppé et lui ont fait ressentir une douleur dingue, les amis. Et il a été complètement englouti par l'écran, carrément. Sa conscience s'éteignait, là. Félicitations, jeune guerrier. Aujourd'hui, vous allez tous quitter ce lieu sacré et devenir de vrais guerriers. C'est génial, non? C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que tout avait changé, là. Des torches au lieu d'ampoules, vous imaginez? Partout où il regardait, il y avait de beaux barbares musclés, en plus. Et là, il y avait un vieil homme qui criait de prendre les armes qui leur convenaient le mieux, quoi. D'un coup, notre protagoniste commence à se poser des questions. Si c'est bien l'introduction d'un jeu, tout ça. Son corps a l'air normal, mais il a des mains super rugueuses, des muscles bien durs et des tatouages, carrément. Là, le protagoniste, le joueur, il était vraiment devenu un barbare. Jusqu'à ce que, tout d'un coup, le vieil homme reprenne la parole. Il dit que ceux qui sont appelés doivent s'avancer. Il commence par appeler le 3e fils de Van et Carrick. Le jeune homme s'approche du vieil homme et finit par choisir une arme. Une hache à double tranchant, avec ça. On annonce qu'il est maintenant un guerrier. La prochaine appelée, c'est la 2e fille de Fenelin, Aina. Et comme ça, petit à petit, ils ont choisi leurs armements. Vous voyez?
Les gobelins ici ont tendance à se déplacer en groupe, et pas des petits. Les gobelins ici ont tendance à se déplacer en groupe, et pas des petits. En plus, il y a des gobelins mutants, des guerriers et des archers. Attention les yeux. Du coup, le protagoniste prévoit de désamorcer les pièges et d'agrandir la zone d'exploration, vous voyez. Mais toujours en restant près du portail, on ne prend pas de risques inutiles, parce qu'ils peuvent s'y réfugier si jamais il se passe quelque chose. Petit à petit, ils continuent comme si c'est jusqu'à ce qu'elles sentent de nouveau une présence. Cette fois, un groupe de gobelins. On dirait qu'il y en a plus de 10, et ils sont à au moins 50 mètres. Le protagoniste demande à quelle distance ils peuvent s'approcher sans être vus. Le protagoniste demande à quelle distance ils peuvent s'approcher sans être vus. Et elle, sans le gros marteau, peut s'approcher jusqu'à environ 30 mètres, toute seule. Et ça a du sens, non? Imaginez les amis, Bjorn qui essaie de se cacher au milieu des buissons. Le gars, c'est un vrai camion, alors que la fille elfe, elle peut marcher discrètement sans faire un bruit. Finalement, elle repère le groupe de gobelins et fait signe au protagoniste qu'elle les a vus. Après avoir chargé une flèche, elle tire de toutes ses forces. Cette fois, le protagoniste n'a même pas pu voir si elle avait touché ou pas. Cette fois, le protagoniste n'a même pas pu voir si elle avait touché ou pas. Alors, il fonce devant elle en lui disant de rester derrière lui. Il arrive juste devant les vers. Et il commence à se dire qu'il ne se sent pas intimidé, même avec ce nombre d'ennemis. Au contraire, les amis. Il sent que son corps veut agir tout seul. Le cœur de guerrier qu'il possède est en pleine folie pour la bataille. Alors il donne un grand coup de marteau à un gobelin. Et la créature a failli s'envoler comme si elle partait pour Mars. Elle a atteint Elon Musk avant même que le protagoniste ne s'en rende compte. Elle a atteint Elon Musk avant même que le protagoniste ne s'en rende compte. Tout ce que je sais, c'est que le protagoniste est en train de devenir fou à parer, à marteler, mais soudain, il sent le danger. Un gobelin a failli lui trancher le visage. S'il avait pris juste une seconde de plus, il n'aurait plus de tête. Bien sûr, les gobelins ne laissent pas une seconde à Bjorn pour respirer. S'il était seul, vous imaginez, il en sortirait au moins blessé, c'est sûr. Mais ça, c'est s'il était seul, hein. Notre elfe préférée, elle, est là, en soutien à distance. Notre elfe préférée, elle, est là, en soutien à distance. Grâce à elle, notre héros peut s'éclater sur le champ de bataille, tranquille. Vous avez vaincu un guerrier gobelin. Plein point d'expérience. Notre protagoniste a gagné 11 cristaux magiques, pas savoir, après avoir battu le premier groupe de gobelins. Quand on pense que il lui a fallu toute une journée au premier étage pour en gagner 44. C'était vraiment top ça. Du coup, notre protagoniste lui donne 2 cristaux au lieu d'un, puisqu'il garde le cristal du guerrier gobelin, qui vaut plus, vous voyez. Ensuite, ils ont continué à explorer. Qui vaut plus, vous voyez. Ensuite, ils ont continué à explorer. Et en explorant sur un rayon de plus de 3 kilos, des groupes de gobelins ont commencé à surgir toutes les 5 minutes. Et même des archers avec des capacités furtives maintenant. Là, ça va devenir dingue, les amis. Les gobelins ont commencé à leur foncer dessus avec tout ce qu'ils avaient. Et bien sûr, ils se sont tous fait laminer, hein. Le protagoniste frappait tout le monde. Mais attention, il était déjà dans la ligne de mire de l'archer gobelin. Notre héros aurait-il baissé sa garde, vous pensez? La flèche a failli le toucher, ouf. La flèche a failli le toucher, ouf. Mais il l'a esquivé au tout dernier moment. Bien sûr, il était super attentif, lui. Et maintenant, il connaît même la position de l'archer. C'est génial. Vous avez vaincu un archer gobelin. Puis 1 point d'expérience. Après environ 15 heures aérées, il décide de faire une petite pause, hein. Le protagoniste lui dit qu'elle peut dormir en premier cette fois-ci. Bien sûr, elle avait déjà demandé à emprunter le sac de couchage et la couverture, vous savez. Alors, après avoir rangé leurs armes, elle s'endort, sûrement bien plus en sécurité avec le protagoniste maintenant, pas vrai? Elle s'endort, sûrement bien plus en sécurité avec le protagoniste maintenant, pas vrai? Après avoir chassé pendant plus de 15 heures, imaginez, ils ont quand même gagné un tas de récompenses jusqu'à présent, hein? Ils ont aussi croisé d'autres groupes, les amis, en élargissant la zone d'exploration des groupes, toujours avec plus de 3 personnes, attention, et certains, même avec des espèces d'un autre monde, c'est fou, non? Bien sûr, ils se sont juste croisés, sans plus. Mais le protagoniste, lui, n'aime pas trop voir d'autres gens. Vous savez pourquoi? Les explorateurs sont bien plus flippants que les monstres du donjon eux-mêmes, je vous le dis. Surtout maintenant qu'il a une bonne raison de s'inquiéter, hein? Surtout maintenant qu'il a une bonne raison de s'inquiéter, hein? Maintenant,
au 4e jour dans le donjon, ils se battaient encore, puis se reposaient le 5e jour. Et le 6e jour, devinez quoi? Ils ont croisé d'autres gens. Enfin, le 7e jour est arrivé, les amis. Le jour de quitter ce labyrinthe. Ouf, comme il restait 2 heures et 47 minutes seulement, avant que le premier étage ne ferme, vous imaginez? Le protagoniste donne l'ordre de commencer à retourner au portail. Comme ça, ils ne seront pas en retard. Pas question. L'elfe prévient. Il y a de nouveaux pièges sur le chemin, attention. L'elfe prévient. Il y a de nouveaux pièges sur le chemin, attention. Sûrement parce que les gobelins sont en train de réapparaître, vous savez. Elle mentionne aussi un autre groupe de gobelins, à 70 mètres de là, incroyable, non? Le protagoniste décide aussitôt qu'ils vont encore se battre, bien sûr. Il a 8 gobelins normaux, rien que ça. 2 archers et 2 guerriers, ça fait 12 gobelins. Le protagoniste, c'est comme un bulldozer qui fonce sur les gobelins. Il dégomme les guerriers gobelins, pendant qu'il dit à Erwin de s'occuper des archers. On dirait qu'il frappe encore plus fort qu'avant. Selon lui, c'était grâce aux innombrables batailles qu'ils ont livrées jusqu'à présent. Et ça vaut aussi pour Erwin. Maintenant, elle sait quand et où tirer, pile au bon moment. Comme si elle était super habituée à ce genre de situation, vous voyez? Elle avait parlé de 2 archers, mais aucune flèche ne lui est arrivée dessus pour l'instant. Bien sûr, il la complimente, mais il veut aussi savoir si elle s'est occupée des 2 archers, oui ou non. Comme ça, il n'a pas à s'inquiéter des flèches, hein. Elle ne dit rien parce qu'elle n'était pas sûre d'avoir tué le 2e. Et c'est une bonne chose, ça. Parce qu'une info douteuse, ça peut être encore plus dangereux, vous savez. Du coup, il est super fier d'elle, notre protagoniste. Soudain, elle remarque un truc bizarre chez cet archer gobelin. Et ce qu'il voit, mes amis, c'est ni plus ni moins qu'une essence d'archer gobelin. Le protagoniste sait que c'est ultra rare, un truc de fou. Il avait fait ses recherches là-dessus avant, vous savez. Il a vu sur des forums que les essences, ça fait partie du système de compétences. Dans ce jeu, les essences filent une compétence passive, été une compétence active. Avec des attributs variables, par contre. Mais attention, il y a une limite au nombre d'essences qu'on peut absorber. Alors, faut bien choisir les bonnes pour assurer son avenir dans le jeu, les amis. Le taux de drop pour ça, c'est genre proche de 0%. Dingue, non? Ça énerve déjà le protagoniste, vous savez. Parce que lui, il n'aurait jamais cette chance de faire tomber un truc pareil. Alors l'elfe lui demande si une personne se transforme en gobelin après avoir absorbé l'essence, vous croyez? Mais il répond que non. Il gagne juste quelques capacités du gobelin, c'est tout. Il donne l'exemple du gars qui les a suivis au premier étage, vous vous rappelez? Il avait consommé l'essence d'un monstre loup, et il pouvait les suivre à l'odeur. Le protagoniste laisse l'elfe garder l'essence, parce qu'il sait déjà quelle essence il veut, lui. Du coup, il ne peut pas en choisir n'importe laquelle, ça causerait des problèmes plus tard. Vous comprenez? Le protagoniste dit que c'est bon, mais elle doit lui promettre quelque chose pour la garder, hein. C'était un truc qu'il allait dire au premier étage, déjà. Avant qu'ils ne finissent de parler, un groupe de personnes arrive en leur disant de ne pas bouger. Le gars commence direct à dire n'importe quoi, à demander ce qu'ils font là. L'elfe commençait déjà à expliquer qu'il chassait, mais notre grand de 5 mètres, Björn la prévient qu'elle n'a pas besoin de leur répondre. Pas du tout. Il la prend par les épaules et la jette littéralement dans l'essence, vous imaginez? Ce qui l'a fait fusionner avec elle. Le gars qui regardait de ça a commencé à devenir désespéré et en colère, en criant, en même temps que l'essence était à eux. Hein. Après que l'elfe soit revenu vers lui, il les met au défi d'avancer s'ils veulent se battre. Il leur demande s'ils l'entendent bien, là. Il est prêt à les écraser avec son marteau, carrément. Après ça, ils ont couru à toute vitesse vers le portail, ni une ni deux. Et bien sûr, ils ne fuient pas, les gars, hein. C'est le protagoniste qui les a fait fuir, carrément. Le problème, c'est que d'après l'analyse du protagoniste, il compte aussi passer par le portail pour retourner en ville. Comme eux! Du coup, ils vont se rentrer dedans à nouveau. Et ça, il vaut mieux l'éviter, pas vrai? L'elfe prévient qu'il y a un groupe de gobelins à 50 mètres. Là, Björn dit de les éviter cette fois. Mais bon, ça ne va pas marcher. Ils les ont déjà repérés. Ils décident, à la dernière minute, qu'ils doivent aller dans la direction opposée. Et elle confirme ça, alors qu'une flèche fonçait droit sur son visage. Heureusement, à la dernière seconde, Björn l'a tirée en arrière de toutes ses forces. Et cette flèche, on dirait qu'elle ne vient pas d'un archer gobelin. C'est sûrement les gars de tout à l'heure. C'est Björn qui le dit.
d'après le protagoniste. Les gars vont appeler les gobelins et ils doivent les attendre de l'autre côté. Alors, il lui dit d'utiliser ses pouvoirs parce qu'ils vont devoir se battre. Elle est seule. Mais il dit que toutes ces essences ont leur capacité spéciale. Et celle qu'elle a absorbée plus tôt, c'était l'essence d'un archer gobelin. Ça booste littéralement toutes ses statistiques. Et ça ajoute une capacité passive et une capacité active. La passive, c'est la flèche empoisonnée quand elle utilise un arc. Ce qui cause littéralement des dégâts de poison. Ce qui cause littéralement des dégâts de poison. La capacité active, ce sont les pas de voleur, qui mettent l'utilisateur en mode furtif. Et bien sûr, ça impressionne le protagoniste. Elle peut l'activer, et même sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Juste par sa volonté. Il lui donne juste le sac à porter, parce qu'il va s'occuper des gobelins tout seul, pendant qu'elle s'occupe de l'archer humain derrière eux. Bien sûr, elle n'accepte pas trop ça, mais il dit qu'ils n'ont pas le temps, et il lui dit de se cacher jusqu'à ce qu'il lui fasse signe de tirer. Et il lui dit de se cacher jusqu'à ce qu'il lui fasse signe de tirer. L'archer humain, le protagoniste, commence à courir vers les gobelins et se met à les tabasser. Il en combat plusieurs en même temps, se défendant et attaquant à une vitesse de fou, jusqu'à ce que finalement, l'archer se remette à attaquer. Et ces quelques secondes d'inattention ont suffi pour qu'un gobelin frappe le protagoniste par derrière. Il se retourne aussitôt et défonce ce gobelin d'un coup. Et là, c'est compliqué pour lui de gérer ceux de devant, et toujours sans le soutien de l', Avec ça, les blessures s'accumulent et la fatigue arrive aussi, jusqu'à ce qu'il sente que 2 flèches arrivent en même temps. Vers lui, une vient de l'archer gobelin, et l'autre, du gars avec l'arbalète. Il réalise qu'il sera impossible de bloquer les deux, alors au dernier moment, il décide de bloquer la flèche de l'arbalète d'une manière super stylée. Je dirais même, ça l'a fait se prendre la flèche du gobelin en plein dans le coude. À ce moment-là, il sent qu'elle est empoisonnée et commence à perdre le mouvement de son bras. Du coup, il doit un peu choisir. Choisir entre le bouclier ou le marteau. En retirant la flèche, il a décidé de garder le bouclier, c'est sûr. Car avec le bouclier, il peut toujours se défendre et attaquer, tout en se protégeant de ces humains-là. Comme d'habitude, il devient complètement furieux en chemin. Et les gobelins commencent même à fuir devant lui. Il sait qu'il n'a pas besoin de les poursuivre. Surtout maintenant qu'il a une autre affaire à régler. Les gars disent déjà qu'ils sont impressionnés qu'il ait géré les gobelins tout seul. Et bien sûr, le protagoniste a toujours su que c'était eux. Quand les gars insultent l'œil, il devient fou en les défiant de venir l'affronter. Ça les impressionne car il a encore de l'énergie, même après avoir affronté tous les gobelins tout seul. Mais même comme ça, il essaie de faire du chantage, en disant que puisque le barbare se blesse, il le laissera partir s'il lui dit où est l'elfe. Ça fait sourire notre Bjorn, et ça fait que les gars le traitent de fou de rire dans une telle situation. Alors leur chef leur ordonne de ne pas baisser leur garde, et de penser qu'ils chassent un monstre géant, Cependant, maintenant, il a un bras inutilisable. Donc c'est le moment pour lui de donner le signal. Et le signal, c'est quelque chose que même les gens de ce monde vont comprendre. Il fonce immédiatement sur le chef des gars de nulle part, en donnant un coup violent avec le bouclier contre l'épée du gars, ce qui a vite fait que le gars appelle son pote. Le vieux samouraï est arrivé en tranchant avec une force incroyable, faisant bouger le bouclier sur le côté. Mais le protagoniste, il donne tout encore une fois. Le souci, c'est qu'il est maintenant encerclé, Et juste au moment où il allait commencer à se demander si Erwin avait perdu contre le gars à l'arbalète, une flèche a commencé à arriver avec une force dingue. Mais personne là-bas ne savait d'où elle venait. Les amis, tout ce qu'ils savaient, c'est qu'elle fonçait directement sur lui et sur le chef. Et comme le tank des gars l'a défendu, cette flèche devait forcément venir de l'elfe. Le tank se met vite à hurler qu'ils attaquent le barbare. Car lui, il va s'occuper des flèches, pas de souci. Et le gars était bien en train de défendre, vous savez, pendant que les deux autres attaquaient le protagoniste des deux côtés. Le chef a frappé le bouclier par devant, tandis que le samouraï arrivait par derrière, oh là là. Vite, le protagoniste a pris une décision folle. Offrir son bras, qui ne servait à rien,
en échange d'un magnifique coup, directement sur la tête du chef de ces galeux, là. Et quel coup, mes amis, quel coup. Même l'Édenté, là, a commencé à râler qu'il était un monstre. C'est pas possible. Même l'Édenté, là, a commencé à râler qu'il était un monstre. C'est pas possible. Björn jette un œil rapide derrière lui et parvient à esquiver l'attaque suivante du samouraï. Ouf. Il prend un peu de distance et là, quelque chose surprend le vieux samouraï. Une flèche que le tank a fini par défendre, vous imaginez. Mais cette fois, c'était une flèche de feu, car elle avait l'esprit du feu, carrément. Ce qui a forcé le tank à jeter son bouclier. Obligé. Et dans la scène d'après, il avait déjà pris une flèche à l'épaule. Aïe! Maintenant, le bouclier a une bosse. Et il y a un autre blessé par la flèche. C'est la galère. Le chef comprend que s'il reste là, ça va mal tourner pour lui, vous savez. Ça va mal tourner pour lui, vous savez. Du coup, il s'enfuit en disant qu'il va s'occuper de l'elfe, hein. Le samouraï, lui, il attaque encore plus fort, là. Il dit au protagoniste de laisser tomber, carrément. Arbion prend de l'élan et hop, il utilise son bouclier pour cacher la vue, malin. Quand il est super prêt, là, il pose son bouclier pour allonger sa portée et bam, il frappe le samouraï. Mais ce petit filou a réussi à esquiver, incroyable. Par contre, il a carrément frappé le tank qui était derrière lui. Le pauvre gars est parti en l'air, crachant du sang. Waouh! Le vieux, il est furieux. Il revient à la charge en coupant encore et encore. Le vieux, il est furieux. Il revient à la charge en coupant encore et encore. Mais le protagoniste, lui, il est super calme, hein. Il ne comprend juste pas pourquoi ce samouraï si fort se retrouve dans un groupe pareil, vous voyez. Du coup, ils recommencent à échanger des coups, c'est reparti. Et cette fois, c'est loyal, une vraie bataille. Un vrai 1 contre 1, les amis. Le protagoniste balance son bouclier direct sur la tête du vieux. Il l'attrape par le col, le tire tout près de lui. Et là, il mord le vieux au cou. Ouch. Complètement fou de rage. C'est comme ça que Björn s'est dressé, incroyable. Complètement fou de rage. C'est comme ça que Björn s'est dressé, incroyable. Et les deux autres? Ils étaient déjà partis au ciel, hein. Franchement, c'était une vraie barbarie, non? Faut bien l'avouer, d'un coup, on voit Irwin courir vers le protagoniste, vite. Elle l'appelle « Monsieur Respect ». Elle lui demande s'il va bien, et lui dit de prendre une potion, sans attendre. Tout le monde est super inquiet pour le protagoniste, vous imaginez? Après avoir bu la potion, le protagoniste dit que ses entrailles bouillonnent, c'est fou. Il sent chaque veine de son corps. Et sa peau, elle brûle et le démange. Aïe. Après un moment, on la voit l'encourager. Après un moment, on la voit l'encourager. Elle lui dit qu'il peut le faire. Mais lui, il veut juste savoir l'heure. Alors là, elle lui dit qu'il est 11h. Et il revient 10 minutes qu'il a pris la potion déjà. Ce qui lui rappelle qu'il reste 40 minutes, avant que le premier étage ne ferme. Alors il lui ordonne vite de retirer ses vêtements, ce qui la rend super timide. Elle était déjà en train de se déshabiller, la pauvre. Elle se disait qu'il avait sûrement une bonne raison. Mais le protagoniste lui dit qu'il ne lui demandait pas de se déshabiller, elle. Mais le protagoniste lui dit qu'il ne lui demandait pas de se déshabiller, elle, mais plutôt d'enlever les vêtements des corps des gars qui sont morts. Après ça, le protagoniste lui dit d'oublier les vêtements et de juste prendre les objets qu'il cherche. Elle attrape vite l'arbalète du gars. À ce moment-là, il restait 26 minutes avant que le portail ne se ferme. Ils ont couru aussi vite que possible, et avec seulement 8 minutes restantes, ils ont enfin vu le portail. Avec juste 50 secondes au chrono, ils sont entrés dedans aussi vite qu'ils le pouvaient. Bien sûr, le protagoniste, lui, a fini par tomber la tête la première de l'autre côté. Le protagoniste, lui, a fini par tomber la tête la première de l'autre côté. Tandis qu'elle, elle a atterri avec grâce, tranquille. Pendant qu'il était agacé d'être tombé la tête la première, elle était super excitée. Elle disait que tout ça était trop fun, et elle le remercie pour le super boulot. Il lui rend l'appareil, et là elle mentionne que maintenant, il peut parler de l'état de l'essence, dont il a parlé plus tôt. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de temps pour en discuter là, tout de suite. Alors ils en parleront quand ils seront sortis, avec seulement 8 secondes restantes. Il essayait de se souvenir du nom de la taverne, n'est-ce pas? Il essayait de se souvenir du nom de la taverne, n'est-ce pas? Oh là là! Et avec seulement 4 secondes restantes, sa tête était genre sur le point d'exploser à force de réfléchir. À la dernière seconde, il lâche. C'est la baleine noire. Il la retrouvera là-bas, de l'autre côté, vous voyez? Et voilà, le labyrinthe était fermé, les amis. Notre héros a été envoyé à Rafting, la ville de départ, enfin. Le protagoniste est de retour, les amis, et on voit que d'autres sont revenus aussi. Aussi, hein? Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant, waouh!
Peu importe le temps que vous passez dans le labyrinthe, peu importe le temps que vous passez dans le labyrinthe, quand vous en sortez, il sera toujours midi le jour d'après. C'est fou, non? Et il faut régler l'heure, bien sûr. Soudain, un gars gigantesque commence à l'appeler. Vous imaginez? Le protagoniste se souvient que ce gars, c'est Kéric, le fils de Vanon. Et il se salue. Ah non, bien sûr. Après ça, le fils de Sérum Scénic arrive. Et ce n'était qu'une question de temps, avant que plein de barbares débarquent. Ça fait réagir le protagoniste un peu comme moi, d'ailleurs. Mais d'où sortent tous ces barbares? Sérieux? Soudain, les gars commencent à aller au magasin pour compter les cristaux, vous voyez? Soudain, les gars commencent à aller au magasin pour compter les cristaux, vous voyez? En pariant sur qui en a le plus, bien sûr. La routine, quoi. Ils invitent Björn à rejoindre le pari. La femme qui compte dit qu'il y en avait 41 498 là. Ce qui impressionne tout le monde. Ensuite, c'est au tour du protagoniste. La femme se met à compter rapidement, ce qui impressionne Björn. Et quand elle révèle le résultat, c'est un truc de fou. 182 413 cristaux. Les amis, incroyable, n'est-ce pas? Faire du 9 contre 1 avec l'elfe, c'était facile, hein? Du coup, tous les barbares se mettent à le couvrir d'éloges. C'est génial, vu qu'il a carrément battu le record des cristaux du magasin. Surtout après avoir vu qu'en plus des cristaux, il avait des chaussures, un sac et même une arme. Vous vous rendez compte? Du coup, tout le monde se met à crier son nom, mais à fond. Ça le rend super content, et ils hurlent même que c'est le meilleur guerrier de tous les temps, les amis. Après, ils se sont mis à le lancer en l'air. Vous imaginez la scène? En hurlant son nom, Byron. Byron. Et puis le temps a filé, hein. Et notre héros a commencé à se mêler aux autres barbares, tranquillement, jusqu'à ce qu'il aperçoive quelqu'un de familier, là, au loin. C'est notre elfe préférée. Elle est là, toute souriante, à papoter avec un groupe d'elfes. Regardez-moi ça. C'est notre elfe préférée. Elle est là, toute souriante, à papoter avec un groupe d'elfes. Regardez-moi ça. Et ça rend notre héros super jaloux, avouez. Parce que lui, il est entouré de mecs super musclés. Pas facile, hein? Quand elle le regarde, elle lui fait un petit coucou de la main, trop mimi. Il essaie de lui dire discrètement de se retrouver ce soir. Et elle confirme, ni vu ni connu, le coup de foudre. Mais, d'un coup, sans crier gare, l'autre elfe qui était avec elle demande si Erwin connaît ce barbare. Oh là là. Elle répond vite fait non, du côté des musclés, bien sûr, pour ne pas attirer les ennuis. Le barbare, lui aussi, prétend ne pas la connaître. C'est pas crédible, non? Le gars s'énerve et lâche que pas question que le plus grand, guerrier de tous les temps, soit pote avec ces lâches, aurait les poings tués. Ça a carrément fâché l'autre elfe. Vous pensez bien, notre héros a bien compris que ça allait mal tourner. Très mal. Une guerre entre les musclés et les belles. Aurait les poings tués était sur le point d'éclater juste devant lui. Quelle pagaille. Après un petit moment, quand même, quand la poussière est retombée et qu'il se baladait en ville, pépère, il a commencé à voir des familles se retrouver partout. C'est trop émouvant, vous ne trouvez pas? Que ce soit des frères, des fils, c'était la fête des retrouvailles. Il y avait aussi ceux qui n'étaient pas revenus, et pareil. C'était partout, en fait. C'est différent de voir ça en vrai que dans le jeu 2D, vous savez. Mais maintenant, c'est l'heure de faire la fête. Les costauds, ils enchaînaient les chopes de bière, c'est fou. Même les femmes s'y mettaient. Certains mecs, ils descendaient même 2 chopes d'un coup, imaginez. Du coup, notre héros a un peu repensé à pourquoi il était avec eux, hein. Il voulait juste voir s'il y avait un truc, qu'il devait apprendre des barbares, vous voyez? Mais il ne faisait qu'enchaîner les chopes. Sans se prendre la tête. Du coup, il se lève, super énervé, et il dit qu'il doit partir tout de suite. Tous les barbares du bar se sont tournés vers lui, d'un coup. Il demande pourquoi notre héros s'en va. Mais bon. Mais au final, il souhaite juste bonne chance au meilleur guerrier barbare. C'est sympa, non? Après avoir marché un peu, il se rend compte que ce monde est super paisible, en fait. Il y avait même des races différentes qui se baladaient ensemble. Du coup, après avoir acheté de nouveaux vêtements, il va dans une auberge et va prendre un bon bain. Il se dit que si c'est aussi paisible, vivre en ville, ça pourrait ne pas être si mal, hein. Et là, en sortant du bain, notre barbare géant se jette sur le lit, juste en caleçon. Et le mec est vraiment géant. Ses pieds dépassent du lit, c'est dingue. Faut avouer quand même que le mec est un sacré canon, hein. Je veux voir l'elfe résister à ça.
là, la tête sur l'oreiller. Son ancienne maison lui manque, un peu. Mais il ferait mieux de se lever, parce qu'il y a des trucs à faire, hein? Et quand il s'est réveillé, il était 21h18. Il avait quitté le donjon à midi, quand même. Donc, il s'est dit qu'il avait dû dormir genre 4 ou 5 heures. Le lendemain, il a demandé des nouvelles de la taverne, et le gars lui a dit qu'elle avait disparu. Incroyable, non? Apparemment, le proprio s'était lancé dans un pari il y a 10 ans. Et du coup, ils ont changé de propriétaire et de nom pour l'endroit. Notre héros veut connaître le nouveau nom, évidemment. Et le gars lui répond « C'est le Piton Pou ». Là où notre héros est en ce moment, vous voyez. Et ça a l'air différent de ce qu'elle connaissait déjà. À l'intérieur du bar, ça a l'air super animé. Jusqu'à ce qu'il repère Erwin qui l'appelle, avec l'autre elfe grincheuse à côté. La femme dit déjà « C'est lui, ce barbare ». Mais lui, il répond poliment que son nom est Bjorn. Sostan est Bjorn. Et vous, elfe, qui êtes-vous? Elle dit qu'elle est la grande sœur d'Erwin. Vous pouvez m'appeler Tourja. Et là, de nulle part, elle se lève d'un coup en disant qu'elle a une question à lui poser. Pourquoi as-tu demandé à voir une petite fille si tard dans une taverne comme ça, hein? Et puis, il l'a appelé hier soir et il n'est pas venu. Non mais, vous imaginez? Ça la rend furieuse, elle le traite d'effronté. Sans gêne, quoi. Il est complètement paumé. Il demande « Comment ça hier soir ?» Il est complètement paumé. Il demande « Comment ça hier soir ?» Tu vas faire l'idiot, maintenant? Espèce de tricheur. Il demande vite à Erwin combien de temps s'est écoulé depuis qu'ils ont quitté le donjon. Et elle répond « Environ 30 heures. » Et c'est seulement là que notre héros comprend. Les amis, qu'il n'a pas dormi 4 ou 5 heures. Comme il le pensait, mais carrément 30 heures d'affilée. Incroyable, non? Le gars, ce n'est plus notre héros. C'est un sac de couchage. Il s'est couché et est tombé dans un coma profond. Oh là là. Dans sa tête, c'est logique de se sentir si léger après avoir dormi toute une journée, pas vrai? Dans sa tête, c'est logique de se sentir si léger après avoir dormi toute une journée, pas vrai? Mais Erwin, elle, reste super calme. Et trop mignonne. Elle se contente juste d'observer la situation. Évidemment, il s'excuse pour sa gaffe et leur dit qu'il a dormi jusqu'à maintenant. Vous imaginez? Ce qui laisse Terge complètement bouche bée, les amis. Vu qu'elle n'a jamais vu un barbare s'excuser de sa vie, c'est dingue. Alors elle dit qu'elle n'attendait pas grand-chose de lui, hein. Mais elle veut savoir ce qu'il fiche avec Erwin ici, qu'est-ce qu'il cherche. Et lui, il répond juste qu'il n'a aucune obligation de lui dire quoi que ce soit. Point barre. Et là, elle devient carrément furieuse contre lui, vous imaginez la scène. Et ils se mettent à s'engueuler comme des chiffonnières devant tout le monde. C'est le cirque. Jusqu'à ce que, d'un coup, elle balance un sac avec 350 000 cristaux sur la table. Paf! Elle dit que c'est ce qu'Erwin a gagné avec les essences, hein. Alors elle reste plantée là, à le fixer. Elle lui demande « Pourquoi tu ne prends pas l'argent, alors ?» Elle se dit même qu'il a une autre arrière-pensée, comme elle le pensait depuis le début, non? Le protagoniste demande juste si notre petit elfe est d'accord avec sa sœur. Le deal qu'il allait lui proposer, c'était qu'elle l'aide, jusqu'à ce qu'il atteigne le montant qu'il voulait, c'est tout. Ce qui la surprend et elle demande « C'est tout ce que tu voulais, sérieux ?» Ce qui la surprend et elle demande « C'est tout ce que tu voulais, sérieux ?» Il dit même qu'il partagerait 50-50 avec elle cette fois. Vous vous rendez compte? Ce qui la rend super heureuse, bien sûr, mais d'un coup, elle perd son enthousiasme et s'excuse immédiatement, parce que maintenant, elle doit former un groupe avec sa sœur, c'est la règle. Alors la sœur commence à dire qu'elle ne la laisserait jamais partir seule. C'était juste la première fois parce que ça faisait partie du rituel, et blablabla. Et toujours la même excuse. C'est lassant, non? Évidemment, ça met le protagoniste en rogne, comme d'habitude, mais elle pousse juste le sac et lui dit de prendre les cristaux. Si je comprends bien, dit le protagoniste, que ces 350 000 cristaux, c'est sûrement la moitié de sa part. Au prix actuel, n'est-ce pas? C'est pas. Et elle dit oui, mais le protagoniste répond que si c'est le cas, il manque 280 000 cristaux, car le partage promis était de 90-10. Elle rigole et dit qu'elle avait presque oublié. Et elle prend littéralement les 280 000 cristaux pour les poser sur la table. Elle a vraiment essayé de le rouler, hein? Maintenant, il comprend pourquoi les barbares et les elfes se détestent. Alors il dit que si elle a fini, elle peut partir, il doit parler à Erwin. Ça laisse la sœur un peu confuse, vous savez.
Mais d'un coup, notre elfe tire sa sœur par le bras, la remercie d'être venue et lui demande si elle peut partir. Vu qu'elle doit remercier et dire au revoir aux barbares. La sœur est impressionnée, on dirait qu'Erwin grandit, pas vrai? Ensuite, elle pointe notre guerrier et lui dit de jurer. Et il doit jurer qu'il ne couchera pas avec Erwin. S'il jure, elle s'en va. Erwin, en entendant ça, rougit complètement, la pauvre. Pendant que le protagoniste se demande s'il ne peut pas juste coucher avec elle, les autres options sont permises alors. Elle continue de pointer son doigt et de lui dire de jurer. Et il dit qu'il jure. Je jure sur mon honneur de guerrier. Et donc, elle était en train de partir quand elle s'est souvenue de quelque chose. De le remercier d'avoir sauvé Erwin. Et elle l'a même appelé par son nom. Notre petit elfe est tombé de timidité, c'était trop mignon. Mais le protagoniste, lui, est resté audacieux. En se levant, elle demande si elle n'a pas été trop dure avec sa sœur. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Tout ira bien. Puis elle le remercie pour son offre de tout à l'heure. Mais elle avait déjà décidé de travailler avec sa sœur il y a longtemps, et elle s'excuse. Il lui dit juste que ce n'est pas grave. Ensuite, elle sort rapidement un sac avec 63 000 cristaux, disant que ça vient du gars à l'arbalète et du chef édenté. Elle a déjà pris sa part là-dedans. Elle mentionne aussi qu'elle a laissé les 2 sacs à dos chez elle, et qu'il devrait y aller demain pour voir par lui-même ce qu'il y a dedans. Il réalise qu'elle sait tout ce qu'il veut, sans même qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit. Ce sera triste de perdre une compagne aussi utile. Soudain, elle demande comment elle devrait le remercier. Elle veut littéralement le rembourser pour l'avoir sauvé dans le donjon. Et maintenant, l'inquiétude de sa sœur prend tout son sens. Le protagoniste réfléchit un peu, mais ne trouve rien pour le moment. Alors il finit par lui demander si elle veut manger quelque chose. Elle dit qu'elle n'a pas faim. Alors il dit qu'il va commander juste pour lui. Soudain, elle rougit. Et a l'idée géniale qu'elle veut boire quelque chose. Elle veut sa première boisson post-moteur. Et c'est avec le barbare. Il comprend que dans le jeu, il y avait quelque chose de ce genre, et que ça avait une signification importante pour les elfes. Alors il dit qu'il est content. Elle le gronde en disant qu'il devrait dire « merci », et c'est ce qu'il fait. Il la remercie et elle dit joyeusement « de rien ». Puis elle dit que bien sûr, c'est pas son premier verre après une mission, ça. Mais il l'interrompt, genre « de quoi tu parles, là ?» Et c'est sa première fois aussi, en fait. Mais je t'ai dit au moins 30 fois que j'avais 20 ans, non? Quoi? Tu ne savais pas? Et ce n'est pas tout. Mais c'était aussi sa première fois à lui. D'aller dans le donjon, figurez-vous. Enfin, la bouffe arrive. Elle lui dit qu'il s'est super bien débrouillé dans le donjon. Pas vrai? Il lui renvoie le compliment, bien sûr. Ils portent leur premier toast, santé. Et après un petit moment, ils papotaient de trucs un peu n'importe quoi, vous savez. Genre, lui, il portait une chemise aujourd'hui et elle une jupe, haha. Il enchaîne les chopes, une après l'autre, sans s'arrêter. Ce qui l'impressionne pas mal, hein. Puis il dit qu'il a trouvé un moyen pour qu'elle le rembourse comme elle voulait, vous voyez. Toute fière. Elle demande « Ah oui? C'est quoi ce moyen alors ?» Mais il répond que ça doit se passer ailleurs, pas ici. Parce que sinon, les agents de sécurité vont nous tomber dessus. C'est clair. Elle rougit, et avec un petit regard malicieux, elle demande « Ça peut être dans ta chambre, alors ?» Oh là là. Lui, il est complètement essoufflé et en sueur, vous imaginez? Et elle aussi, elle est essoufflée et en larmes, la pauvre. Elle dit qu'elle n'en peut plus. C'est trop. Je savais que le barbare, c'était trop pour elle, hein. Mais en vrai, le protagoniste lui faisait une séance de chiropraxie, les amis. Comme il ne contrôle pas bien sa force, vous savez. Il a failli lui arracher le bras, carrément. Alors, elle pleurait en disant qu'elle n'en pouvait plus, la pauvre. Après qu'ils aient fini, elle se dit qu'il allait lui arracher le bras, c'est fou. Mais en réalité, il testait juste son statut de flexibilité plus 4, vous voyez. Elle s'énerve et demande « Tu m'as fait venir ici juste pour tester mes capacités, c'est ça ?» Et il confirme que oui, c'est exactement ça. Il voulait juste tester ses... en fait. Parce que, vous savez, l'utilisation de pouvoir, c'est interdit en ville, hein.
Et ça la déçoit trop, quoi. Et là, il se met à sortir plein de théories sur les statistiques du jeu, vous imaginez? Il était complètement perdu dans ses pensées depuis un bon moment déjà. Quand elle le tire et dit qu'elle a super sommeil. Et là, ce à quoi je m'attendais le moins est arrivé, les amis. Franchement, pas comme dans les clichés d'animé, ils ont carrément dormi ensemble. Alors là, son honneur de barbare, il est parti en fumée, on est d'accord. Je m'arrête là si ça vous a plu, les amis. Je pourrais vous ramener une suite plus tard, si vous voulez. Franchement, ça a demandé un boulot de fou de faire cette vidéo de plus d'1 heure. Franchement, ça a demandé un boulot de fou de faire cette vidéo de plus d'1 heure. Au moins, je mérite un petit like, pas vrai? Merci à vous. Et bon, la vidéo se termine ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, hein. Et même si vous ne l'êtes pas, d'ailleurs. Quand il a choisi la classe barbare pour la première fois, il avait pris une épée à 2 mains parce que c'était dingue, hein. Mais il y avait un gros souci. Il crevait tout le temps, comme une merde, quoi. Même les monstres étaient paumés. Et lui, il crevait sans arrêt. Sans arrêt. Alors il a testé les haches à 2 mains, les masses, les marteaux, tout ce qu'il trouvait, quoi. Mais au bout du compte, c'était toujours la même histoire. Il passait en mode berserker, peu importe l'arme, et hop, il crevait encore. Puis un jour, en se baladant en ville, il est tombé sur un bouclier. Et là, le bouclier, c'est autre chose, les amis. Les barbares, c'est une classe avec une vitalité et une force de malade, vous savez. Parfait pour tanker. Quoi? Au début, c'était pas facile, hein, puisqu'il a dû apprendre de nouvelles compétences à cause de ce bouclier. Mais après, les gars, les monstres les plus balèzes tombaient devant lui, et lui, il était genre indemne. En gros, c'était une classe complètement cheatée, quoi. Trop fort. Ça explique pourquoi il avait choisi le bouclier, vous voyez? Maintenant que la cérémonie est finie, les portes se sont ouvertes. Et les barbares, ils doivent foncer direct dans le labyrinthe. La ville où se trouve le labyrinthe s'appelle l'Abdonia. Et sur l'ordre du chef, ils se sont tous engouffrés à l'intérieur, courant désespérément ensemble. Par contre, savoir s'ils savaient où ils allaient, ça c'est une autre histoire, hein. Jusqu'à ce que d'un coup, le gars qui les menait tous se retourne de nulle part et lâche. Je me suis paumé. Tout le monde est super énervé, vous imaginez? Du coup, le pauvre, il a dû démissionner de son poste de chef temporaire. Du coup, c'est Ainara, la 2e fille de Nélène, qui prend le relais. Si vous regardez juste son visage, elle a l'air d'une waifu tout à fait normale, non? Mais si vous jetez un œil à tout son corps, on dirait un véritable meuble, carrément. Le protagoniste, lui, il se contente d'observer la situation. Jusqu'à ce qu'elle annonce qu'elle aussi s'est paumée. Elle a l'air super abattue, la pauvre. Et là, le protagoniste commence à se dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais bon, il ne peut pas non plus trop se faire remarquer, hein? Alors il la tire à l'écart. Où est-ce que tu penses aller armée à cette heure-ci de la nuit? C'est seulement là qu'elle comprend ce que le protagoniste voulait dire. Et elle se dépêche de dire à tout le monde qu'elle connaît maintenant le chemin du labyrinthe. Quelque temps après, ils ont effectivement trouvé l'entrée du labyrinthe. Mais le protagoniste a commencé à se demander si c'était la bonne décision d'y entrer maintenant, là tout de suite, tout de suite. Il pensait sérieusement à laisser tomber ce groupe de barbares, vous savez. Il avait été malade toute sa vie dans l'autre monde et n'avait jamais cherché la bagarre. Alors, est-ce qu'il pouvait vraiment y aller et buter des monstres, là-dedans, lui? Bon, au moins, il doit payer les taxes du jeu, parce que, vous savez, Dungeon and Stone a ce système. En fait, après 20 ans, ceux qui ne payent pas les taxes, eh bien, ils sont carrément tués. Une façon de gagner de l'argent, c'est d'entrer dans les labyrinthes et de combattre des monstres. Une autre, c'est d'avoir un petit boulot, de travailler dans des bars, des marchés et tout ça. Mais il y a un petit hic, les amis. Il est barbare. Et les barbares, ils ont carrément la réputation d'être super sauvages et destructeurs. Vous voyez? C'est à cause d'un réglage du jeu. Par contre, en échange, ils reçoivent des armes directes dès le début du jeu. Le problème, c'est que le labyrinthe n'ouvre qu'une fois par mois. Et là, attention, il ne reste littéralement que 10 petites minutes avant que ça ne se referme, quoi. Il est un peu coincé jusqu'à ce moment-là, vous comprenez? Alors là, c'est elle qui le tire, lui disant qu'ils doivent absolument entrer maintenant. Parce que le portail, il devient de plus en plus petit, vous voyez? Il lui dit juste, mais avant de s'en aller, elle le remercie. Il lui dit que ce n'est pas la peine. Mais elle veut savoir comment elle peut devenir aussi sage que lui, vous imaginez? Parce qu'elle n'a jamais vu un barbare intelligent comme lui, c'est fou. Et elle veut être comme lui. Bon, elle devrait carrément renaître dans une autre race, pas vrai? Mais comme il ne veut pas être méchant avec elle, hein, il lui dit de juste penser et d'agir normalement.
Elle le remercie avec un grand sourire, disant que s'il revient vivant du labyrinthe, elle le récompensera. Et les gars, ça ne serait pas ce que nous pensons tous, pas vrai? Il va y avoir un truc un peu barbare entre eux, hein. Par contre, ce qui est resté dans la tête du protagoniste, c'était de revenir vivant. Les barbares, dans ce jeu, n'ont pas peur de la mort. Ils s'en fichent, quoi. Du coup, le protagoniste lui demande si elle aussi, elle a peur de mourir. Elle réfléchit un instant et demande « Mais c'est pas évident ?» Bien sûr qu'elle a peur, mais ce sont des guerriers nés. Alors si tu ne sais pas te battre, tant pis pour toi. Ça lui a un peu fait comprendre que il va devoir aller dans le labyrinthe. Donc voilà, ils se verront à l'intérieur du labyrinthe, ou pas. Mais étant d'un barbare, il apprend à vaincre la peur, et là il fonce à l'intérieur. Hein les gars? Vous êtes entrés dans le code cristal du premier étage. Oh, et je vous dis tout de suite, le protagoniste n'est pas un pleurnicheur, d'accord? C'est un homme de peu de mots. Maintenant, à l'intérieur du donjon, il ne voit littéralement rien. Et quand on parle de donjon et de pierre, le protagoniste, c'est un vétéran. Ça veut dire qu'il sait qu'il devrait y avoir des cristaux sur les murs, qui éclairent au moins une partie du chemin, quoi. Du coup, il a réalisé qu'il avait atterri direct dans le donjon des ténèbres. Et ça, c'était un truc qui ne lui était jamais arrivé. 9 ans de jeu, vous imaginez? Alors le gars commence à marcher et à tâter les murs. Lentement, il avance en s'appuyant dessus. Et pile quand il pense qu'il va trop lentement, le mec est tombé dans un de ces pièges à ours. Purée, ça doit piquer un peu, non? Le gars a failli se mordre de douleur. Mais il fallait qu'il se taise. Parce que l'ennemi pouvait être dans le coin, vous voyez? Et devinez quoi? Le protagoniste n'avait pas tort, hein? Regardez le petit diable qui rôde là. Le pire, c'est qu'ils sont super fourbes, ces bêtes-là. Ils ne viennent vous attaquer que quand vous êtes bien affaibli, pas avant. Le protagoniste commence à retirer le piège. Il râle qu'il devrait fournir des chaussures en cuir, pas des sandales, mais après il s'énerve contre lui-même de râler. Et en même temps, il hurle qu'ils viennent le chercher. C'est ça qu'il veut. Il se lève, même s'il ne sent plus sa jambe à cause du poison du piège. Il s'énerve encore plus, défiant le gobelin pour un combat. En fait, il commence à devenir fou de rage, insultant le gobelin. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, le protagoniste a entendu les pas de la créature. Ce qui l'a fait réaliser qu'insulter la créature, ça marche vraiment, les amis. Alors il décide de faire semblant de fuir. Il marche. La créature marche. Il s'arrête, et la créature s'arrête aussi. Du coup, le protagoniste décide de changer de plan. Il tombe, et il tombe avec fracas, juste pour berner le gobelin, vous imaginez? La créature reste là, à distance, juste à observer. Il est vraiment mort? Elle devait se dire. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, cette bête? Vous savez? Et le petit malin commence à jeter des pierres sur la tête du protagoniste. Pour voir s'il est vivant? Et là, forcément, ça rend notre barbare complètement dingue de nervosité. Et je pense que ce gobelin qui balance des cailloux, il est bien plus malin que les autres. Barbare est paumé à chercher le labyrinthe, vous savez? Jusqu'à ce que le gobelin s'approche. Et là, notre héros fait une énorme boulette. Il raide son cou, et pire encore, il voit le gobelin se marrer, se moquer de lui, carrément. Alors là, son sang ne fait qu'un tour, et son corps, il se met à bouger tout seul, vous imaginez? Il frappe le gobelin. Ça a dû complètement pulvériser le pauvre gobelin, ça c'est sûr. Et les amis, c'est ça la vraie force d'un barbare, hein. Il est complètement fou. Le gobelin était déjà sans vie depuis un bon moment. Mais avec ses yeux injectés de sang, il continuait de le tabasser encore et encore. En battant ce gobelin, il a gagné 1 XP. Et doucement, le cadavre de la petite créature a commencé à disparaître. Exactement comme dans le jeu, ne laissant qu'un petit cristal derrière lui. Ça, c'est utilisé comme monnaie ici, dans le donjon. Et c'est une gemme magique de rang 9. Et son prix, c'est exactement celui d'un morceau de pain. Dingue, non? Maintenant, c'est plus clair que jamais. C'est vraiment un monde avec des donjons et des monstres. Un monde avec des paysages familiers et des races de jeux différentes. Tout ce qu'il connaît super bien, quoi. C'est le jeu auquel il a joué pendant 9 ans, les gars. Mais si c'est ça sa nouvelle réalité, il ne le saura que s'il meurt. Et avec cette traînée de sang, ça ne semble pas si loin d'arriver, hélas. Et je dois avouer que le chapitre 4 de cette œuvre, c'était juste ça, en fait. Le mec qui rampe partout, en perdant du ketchup un peu partout, vous voyez? Il a dû se traîner sur environ 10 miles, les amis. Franchement, à un moment, il a même vu une lumière au bout de la grotte. Et il a commencé à devenir fou tout seul, le pauvre. Sûrement à cause de la perte de ketchup, hein? Et là, les gars, quand il était sur le point de lâcher l'affaire, il a repéré un groupe, et le groupe l'a repéré aussi, ouf. Là, notre protagoniste, il était genre en train de mourir d'hémorragie, quoi.
Et il lui restait genre moins de 2% de vie. C'est chaud. Il a gagné un point de santé mentale permanent. Incroyable. Du coup, le protagoniste, il essaie de parler, mais impossible. Il est tout pris. Tout brisé, quoi. Et là, le mec demande si c'est un débutant. Mais c'est bizarre. Un débutant n'aurait pas pu arriver avant eux, non? Et là, notre héros, il commence à péter un câble. Il veut même taper ceux qui sont en train de l'aider. C'est fou. Mais le gars, il reste super calme. Et il fait même un petit sourire, genre. Mais en vrai, il se retourne et demande si Urchen peut soigner le barbare. Le protagoniste se dit « Ils ont une prêtresse, Ox, dans l'équipe. Je suis sauvé, pas vrai ?» Mais la maudite Urchen refuse purement et simplement. D'un coup, le gars qui semble être le chef du groupe dit « Je m'y attendais déjà, vous savez. » Mais il demande alors une potion à un autre membre. Puisqu'il en a plein, hein. Le gars demande juste s'il n'a plus de pouvoir divin. Mais il dit qu'ils peuvent vendre l'utilisation de ce pouvoir dehors et donner une potion aux barbares. Et voilà la potion. Le mec prévient juste que vu que c'est pas un pouvoir divin, ça va faire un peu mal. Et notre héros, il veut juste cette potion avant de mourir, hein. Du coup, le mec verse la potion sur son pied tout pourri. Et grâce à l'effet de guérison, le corps commence à se régénérer super vite. Mais avec ça, la douleur est arrivée, oh là là. Notre héros se met à hurler de douleur, vous imaginez? Et pas longtemps après, le pied du mec était comme neuf, incroyable. Il a même réussi à se relever déjà, c'est fou. Mais bon, c'est clair. Tout ça n'était pas gratuit, hein. Le mec veut maintenant des infos sur comment un débutant a atterri ici tout seul. Il aurait trouvé un passage secret ou un truc du genre. Mais d'après notre héros, il n'en a aucune idée, il est juste apparu dans ce donjon, paf. Le paladin dit qu'il a lu un truc sur ça dans un bouquin, mais ça n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, les gars. Du coup, notre héros réalise qu'il a un peu la poisse, non? Et après avoir eu toutes les infos, le mec dit qu'il n'a pas à payer les potions. Car le temps dans ce labyrinthe, c'est de l'argent, les amis. Bien sûr, notre héros. Notre héros trouve ça bizarre. Qu'ils investissent autant de temps sur lui, vous voyez? C'est quand même cool d'avoir survécu, non? Les gars avancent alors dans la direction d'où notre héros venait. On le devine grâce à la traînée de sang, pas vrai? Jusqu'à ce que le mec de la potion dise que le barbare a de la chance. Mais le blondinet dit qu'il a vécu tout ça au début du jeu et qu'il a de la chance. La femme, elle dit que le rouquin, il voulait pas utiliser la potion, hein? Du coup, c'est le petit chef blond qui a sauvé notre héros, vous voyez? Et il ne nie rien, mais il balance que la prêtresse pensait pareil. Incroyable, non? Rien que ça, et paf. L'ambiance est devenue super tendue, les amis. Et après un petit moment à s'envoyer des pics, vous savez, ils ont commencé à se poser la question jusqu'où les traces de sang du barbare allaient, en fait. L'archeur, il se demande si c'était vraiment un coup de chance pour le barbare, vous croyez? Mais après, ils continuent leur chemin jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent, enfin. Parce que ce qu'ils viennent de trouver, c'est le portail du 2e étage du labyrinthe, les amis. Ça a déjà bien remonté le moral de la troupe, hein. Et alors qu'ils allaient foncer vers le portail, la femme, elle leur dit d'attendre un peu, et elle pointe du doigt. Elle demande « Mais attendez, c'est pas la sandale du barbare là-bas ?» Le vieil homme, carrément excité, il utilise une magie de lumière et la projette sur le chemin d'où il venait, regardez. On voit bien que la traînée de sang continue dans cette direction, les gars. Tout le monde était sous le choc. Le vieil homme a juste demandé au guide combien de chemins ils avaient parcouru depuis qu'ils avaient trouvé le barbare, là. Et le blond, il lâche que c'était à... Putain, 10 miles de là. Dingue, non? C'est seulement là qu'ils ont compris un truc important. Si le gars a rampé tout seul pendant aussi longtemps, c'est qu'il a un corps de monstre, carrément. Le rouquin, il s'est mis à trembler rien qu'à y penser, vous imaginez? Si c'était lui à sa place, est-ce qu'il aurait pu endurer tout ça, en fait? Il se souvient avoir vu le barbare tendre sa main droite, là. Et juste après, il a montré une gemme magique, hein. Alors, même en rampant pendant tout ce temps, sans savoir s'il allait survivre, vous vous rendez compte? Il n'a jamais lâché son atout, parce qu'il voulait juste vivre, vous savez? C'est tout ce qu'il avait, en fait. Le roux, direct, il retire ce qu'il a dit sur le barbare, vous imaginez? Et il demande même, genre, on pourrait croire que les barbares, c'est juste des brutes épaisses, hein? Des dingues qui ne pensent qu'à tout défoncer, pas vrai? Mais ce gars-là, oh là là, il est vraiment différent, vous allez voir. Revenons à notre héros. Il a tué le gobelin, les amis, il défonçait les créatures, juste avec son bouclier et ses poings. C'est fou. Il avait pigé comment les gobelins fonctionnaient, vous voyez? Et il posait des pièges partout sur son passage. Malin le gars.
Et même s'il le prenait par surprise, par derrière, notre héros se retournait et leur mettait une raclée avec sa massue. C'est dingue. Mais il y avait un seul petit problème dans tout ça, hein. Il avait faim, les amis. Le chef de la tribu lui avait bien donné un sac de bouffe, mais il était déchiré, bref. Se traîner comme ça, c'était vraiment pas une bonne idée, vous comprenez? Il a perdu 5 des 7 pains qu'il avait, imaginez un peu. Il se dit qu'il va devoir rationner le reste, pas le choix. Et le gars, il est pas du genre petite faim, hein, il est plutôt costaud, non? Hop, il mange tout le pain d'un coup et dit que c'est super bon. Ah ah. Mais là, il a soif. Comment il va trouver de l'eau dans ce donjon, sérieusement? Ce putain de jeu, avant, on n'avait pas besoin de boire de l'eau, vous vous souvenez? Mais maintenant que c'est la vraie vie, oh là là. Le jeu est encore plus dur, hein, vous trouvez pas? Alors il se lève, et super énervé, il commence à chercher partout. Après un moment, il réalise que si le chef ne lui a pas filé d'eau, c'est qu'il doit y avoir un moyen d'en trouver, forcément. Et là, juste devant lui, il entend le bruit de l'eau, trop bien. Et là, il y a un gars qui boit de l'eau dans le coin. Il s'approche un peu, mais le mec se lève et se barre. Puis il s'arrête pour compter ses cristaux, et il en a une 40aine. Pour quelqu'un qui crevait la dalle dehors, maintenant, ça va un peu mieux, pas vrai? Mais un nouveau problème est apparu. Et c'est la fatigue. Le sommeil, quoi. Et actuellement, il y a 2 façons de dormir dans un donjon. La première, c'est de juste dormir et de laisser le destin entre les mains de Dieu, hein. La deuxième, elle est un peu plus efficace. Eh les gars, soyons compagnons? Oui, le protagoniste ne s'attendait pas à ce que tout le monde refuse. Ce qui l'énerve encore une fois. Bon. En même temps, tout énerve ce gars, hein? Jusqu'à ce que soudain, quelqu'un l'appelle. Et c'est un gars tout souriant, nommé Hans. Il lui demande s'il cherche vraiment un compagnon de nuit. Mais ensuite, il explique que c'est pour veiller l'un sur l'autre pendant qu'ils dorment. J'accepte de travailler avec toi. Je suis Bjorn, fils de Jandels. Alors le gars, tout romantique, lui serre la main en disant « Ce serait mieux s'il y en avait 3 ». Et tout rougissant, il demande si c'est vraiment juste tous les deux. Le protagoniste, lui, veut déjà lui arracher la tête, franchement. Mais il se retient, car il a besoin de ce compagnon de nuit, hein. Après qu'ils aient joué à pierre-papier, ciseaux et que Hans gagne, c'est lui qui va dormir en premier. Le protagoniste, comme d'hab, s'énerve. Mais cette fois, c'est parce qu'il a la poisse. Tiens, ça s'appelle la montre. Quand l'aiguille est là, tu me réveilles. Tu as compris? Ou tu veux que je t'explique encore? Tu veux un dessin? Tu me prends vraiment pour un idiot, hein? Oui, c'est normal que les gens aient cette impression des barbares. Et oui, le mec a vraiment dormi comme une bûche. Le protagoniste est là. Il réfléchit s'il devrait demander à emprunter le sac de couchage du mec. Il espère aussi qu'aucun gobelin ne va pointer le bout de son nez. Et puis le temps a passé, et finalement, il a réveillé Hans. Il le remercie pour le bon boulot et dit que c'est à son tour de dormir pendant 2 heures. Mais évidemment, le protagoniste ne pourra pas, c'est sûr. Comment il pourrait faire confiance à ce type qu'il n'a jamais vu, hein? Du coup, le protagoniste se met à ronfler, parce qu'il est super fatigué. Est-ce que le mec va le trahir ou quoi? Il lui tourne même le dos pour faire l'innocent, offrant une opportunité au mec. Et il attend juste que ce fou lui saute dessus. Mais le mec n'a rien fait, et c'était son tour de monter la garde. Encore une fois, le protagoniste n'a pas fermé l'œil de la nuit, pas du tout. Il commence à perdre la boule. Il se demande pourquoi ce type n'a rien fait, mais pourquoi? Alors là, il commence à regretter de ne pas avoir dormi, hein. Et il se dit qu'il doit vraiment faire confiance à ce type, jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir, doucement, vous savez. Il se réveille en sursaut à cause d'un cri du mec, et là il se regarde juste, sans rien dire. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, vous savez. Alors, pourquoi tu nettoies pas ta bouche avant de parler, hein? Ah, désolé, mon pote. Le protagoniste lui fait savoir qu'il peut dormir encore s'il veut, hein, et que lui, il va continuer à veiller. Mais le mec tout content, là? Non, il dit qu'il n'y a pas besoin. Qu'il peut dormir tranquille et que lui, il gère tout. Notre héros le remercie, évidemment. Et Hans, il garde ce sourire malicieux, vous savez, pendant tout ce temps. Le protagoniste, il commence à capter un truc là. Le mec a l'air super sympa, il propose son aide, carrément. Il ne l'a même pas engueulé quand il a dormi, vous imaginez? Et même quand il a foiré son tour de garde, il a refusé de changer. Dans Dungeons and Stones, le jeu vous savez. Il sait très bien que des mecs aussi gentils, ça n'existe juste pas dans ce jeu, hein. Et là, il ouvre les yeux. Le mec lui demande s'il est réveillé. Mais attendez,
avec un marteau géant à la main, les amis. Il lui demande « Alors, tu veux pas dormir encore un peu, mon gars ?» Si notre héros n'avait pas esquivé, les amis, il se serait fait écraser sur place, direct. Il a carrément bondi en arrière. Et le mec, il n'en revenait pas qu'il ait réussi à esquiver ça. Je crois qu'il a carrément déclenché la fureur d'un mec qui n'est déjà pas très net dans sa tête, vous voyez le genre. Franchement, quelqu'un risque de passer l'arme à gauche dans ce bazar. Le protagoniste, il fonce sur lui avec une haine à une totale, là. Et le mec lui dit « Attends. » Et là, bam, il frappe le mec avec son bouclier. Il lui fêle le crâne, et le mec n'arrête pas de crier d'arrêter, mais rien n'y fait. Il voulait expliquer. Mais dans la tête du protagoniste, contrairement au gobelin, ce mec, il ne tombe pas en un seul coup, non? Alors, on le frappe encore, pardi. Le mec s'envole à des mètres et commence à ramper comme une larve. Exactement comme notre protagoniste au début de l'histoire. Vous vous rappelez? Mais là, je vous le dis, cette fois, le protagoniste, il est un peu fou, hein. Le mec n'arrête pas de s'excuser, le pauvre. Et notre héros, il veut juste savoir « Mais pourquoi t'as fait ça, hein ?» Le gars a dit qu'il allait l'assommer pour voler les pierres magiques. Ensuite, il a commencé à parler de prendre le bouclier aussi. Et l'équipement, parce que ça rapporterait pas mal d'argent, vous savez. C'est tout, oui? Maintenant, laissez-moi partir. Ça, je ne crois pas que ça va arriver, mon gars. C'est la dernière chance, là. Que le protagoniste lui donne pour cracher le morceau. Et le gars, mort de peur, dit qu'il voulait le cœur. Le barbare est confus. Il ne comprend pas trop, hein. Mais le gars dit que le cœur d'un barbare, ça vaut super cher. On dirait qu'ils sont utilisés comme matière première pour des objets magiques, quoi. Donc, en gros, le protagoniste était comme un gobelin pour ce type. S'il pouvait le chasser, ça en vaudrait la peine, carrément. Mais le protagoniste veut savoir pourquoi il n'a agi que maintenant. Et pas quand il dormait, hein. Et la raison, c'est que lui aussi avait besoin de dormir, figurez-vous. Maintenant que j'ai tout dit, vous allez me laisser partir, non? Le protagoniste sait que d'autres types comme ça vont apparaître. Alors, il va toujours les laisser filer, vous croyez? Le gars commence à dire qu'il n'est pas comme les autres. Mais le protagoniste, lui, il lève juste son bouclier. Et c'est le premier à mourir de ses mains. Les amis, ça ne fait qu'1 jour qu'il est entré dans ce nouveau monde. Et il a déjà tué quelqu'un. Incroyable, non? Succès débloqué. Premier meurtre commis. Plus un point de mentalité permanent. Et avec ça, le personnage a équipé des épaulières. Et le niveau de l'objet a augmenté de plus 13. Ensuite, il a équipé un sac à dos. Il a grandi son inventaire et s'équipe du marteau. Le niveau de l'objet augmente de 30. Il enfile aussi des bottes, en gros. Il s'est équipé de tout ce qui appartenait à notre pote Hans, vous savez. Je vous avais dit que ce gars, c'était un vrai pote, hein? Il a filé à notre barbare un tas d'objets trop stylés. Remercions-le, pas vrai? Merci. Hans. Un vrai ami, grâce à lui. Le protagoniste est sorti de sa vie primitive. Maintenant, il a des potions d'eau. Et même une montre pour savoir l'heure. Et voici l'état actuel de notre barbare, les amis. Maintenant, il se contente de dégommer tous les gobelins. Ce gros marteau, là, il était super utile. Vers le jour 2, les gobelins ont commencé à apparaître en groupe. Rien qu'ils ne puissent pas gérer, évidemment. Mais il y avait un seul problème ici, les amis. Et ce n'étaient pas les gobelins. Il les a tous butés super facilement. Le problème, encore une fois, c'était le sommeil. Il s'appuyait même contre le mur pour se détendre un peu. Mais à ce moment-là, des gobelins débarquaient toujours, pensant qu'il dormait. Ça le rendait déjà furieux, vous imaginez. Il râlait qu'il n'avait même pas pu se reposer 10 minutes. Et là, il les écrasait tous, bam. Après avoir fait le ménage, il dit qu'il va faire une petite sieste. Mais là, de nulle part, un message système apparaît, disant qu'il a été attaqué par un gobelin pendant qu'il dormait. Il y avait littéralement un petit gros qui lui poignardait la poitrine, vous y croyez, ça? Il sursaute et repousse le petit gros d'une claque. L'autre gobelin, en voyant son ami, déboulait devant lui à environ 80 km/h. Et en remarquant que le protagoniste était plutôt furieux à cause du coup de couteau, s'est enfui, seul un idiot serait resté. Resté. Maintenant, la plaie, c'est le problème. Le protagoniste pensait qu'il se réveillerait avant d'être poignardé. Mais maintenant, il doit soigner sa plaie. Et le barbare dit que la potion fait plus mal que ça. Mais ça n'a même pas de sens, non? 14 heures après avoir tué Hans, il pense à trouver un autre compagnon de nuit. Comme disait Hans, maintenant qu'il connaît la valeur de son cœur et, contrairement à l'autre jour, tout le monde le veut dans son équipe. Peut-être parce qu'il est plus propre maintenant,
Je ne sais pas, mais tous ceux qui passaient par là l'invitaient. Aujourd'hui, par contre, c'est lui qui refuse, disant qu'il ne rejoindrait que sa propre race. Les barbares, ils ne se considèrent plus comme humains. Vous savez. Après avoir marché un moment dans le donjon, il aperçoit une elfe assise dans un coin. Elle le regarde et prend peur, la pauvre. Bien sûr, d'après le système, le protagoniste a trouvé une elfe blessée. La première chose qu'il fait, c'est lui demander si elle est blessée, ce qui la rend encore plus méfiante. Après un examen plus attentif, il réalise qu'elle a une flèche dans l'abdomen. Et ce n'était pas l'œuvre de gobelins, non. Automatiquement, il lui demande si elle a été blessée par des humains en s'approchant. La fille s'agenouille direct et commence à supplier qu'on lui pardonne. Le barbare, il est complètement paumé par tout ça, vous voyez. Et elle demande, juste cette fois-ci, qu'il l'épargne. Rien qu'une fois. Elle doit s'occuper de son petit frère à la maison, vous savez. Là, notre protagoniste, il est totalement perdu, quoi. Parce que les elfes, d'habitude, ils ne sont pas du tout comme ça, vous savez. Normalement, dans le jeu, elles étaient hyper froides. Du coup, tout ça le pousse à essayer de résoudre ce malentendu, vous voyez. Avec un petit sourire, il dit « Ne t'inquiète pas, ma chère elfe, je n'ai absolument aucune intention de te tuer. » L'elfe est sous le choc. Elle répète qu'elle sait qu'il est un barbare. Mais est-ce qu'il doit vraiment en arriver là? Il pourrait pas juste la laisser partir, cette fois. Là, le protagoniste, il commence à s'énerver, et il se demande pourquoi elle est si terrifiée, franchement. Alors il lui lance des objets pour se soigner, et lui dit qu'ils parleront plus tard, ok? Et ces objets, ce sont ces feuilles de les feuilles de guérison, vous savez? Celles que le barbare avait prises à son ancien compagnon, en fait. Pourquoi tu me donnes ça, toi? Tu as besoin d'une raison pour que je t'aide? Sérieusement? Je te protégerai, alors occupe-toi de tes blessures, d'accord? Et bien sûr, il a une raison de l'aider, car il a besoin d'une compagne de nuit, Et je dois vous avouer un truc, les gars. Cette blessure, elle est énorme, n'est-ce pas? Je crois que j'ai jamais vu une blessure aussi grande de toute ma vie. Mais sa situation n'est pas bonne du tout, les amis. En plus de ne pas avoir dormi et d'être gravement blessée, elle a quand même une sacrée belle apparence, vous trouvez pas? C'est bien pire pour elle de trouver un compagnon de nuit que pour lui, vous ne trouvez pas? Moi, je suis le fils barbare de quelqu'un, Et moi, je suis Irvin. Ah! Maintenant, notre héros, il veut savoir pourquoi elle a si peur de lui, là. Et elle dit que c'est parce que c'est une elfe, et lui un barbare, vous voyez? Et qu'est-ce que ça a à voir, sérieusement? Elle dit qu'ils sont des ennemis mortels, carrément. Et ça, c'est différent du jeu, que ça ne disait rien de tout ça. Rapidement, elle regrette, vous savez, en disant qu'en fait, cette guerre, elle a fini il y a 10 ans et elle n'a rien contre les barbares, En gros, elle veut juste pas se battre. Avec lui, c'est tout. Lui, il comprend ça. Il ne connaît pas tout sur ce monde, en fait. Et en entendant qu'il ne veut pas d'ennui non plus, elle devient super contente. Mais ce qu'il veut vraiment d'elle, c'est quoi, les amis? C'est qu'elle soit sa compagne de nuit. Ni plus ni moins. Il est super fatigué, et elle aussi, sûrement pas vrai. Alors pourquoi il ne coopérerait pas, Elle y pense. Et elle se souvient que les barbares, ils mettent leur honneur avant tout, vous savez. Alors, elle lui demande de jurer sur l'honneur de son guerrier qu'il ne lui fera rien du tout, promis. Et comme d'habitude, ça commence à le mettre en rogne, ça. Mais elle dit qu'elle va jurer aussi, elle. Alors, il accepte, mais il doit d'abord mettre quelque chose au clair. Il n'est pas un seigneur. Il est juste Bjorn, les amis. Bien sûr, elle n'a aucune idée que ce barbare géant nommé Bjorn n'a que 20 ans. Salut Bjorn. Fils de mon père, dont j'ai déjà oublié le nom. Moi, je jure sur l'honneur de mon guerrier. Erwin le Naxei de Trisha. Je jure par le nom de mon clan. Et voilà, le serment de non-agression mutuelle, pour cette nuit au moins, est enfin scellé. Il dit qu'il va dormir le premier, pour qu'elle se sente plus en sécurité, vous voyez? Elle dit que ce n'est plus vraiment ça, en fait. Mais bon, pour cette fois, ça passe. C'est lui qui lui file la montre, les amis. Il lui demande juste de faire gaffe, parce que c'est super cher, Il s'allonge, tranquille. Il se dit qu'il va faire semblant de ronfler et dormir une dizaine de minutes. Juste pour être sûr, mais d'un coup, bam! Il se réveille, tout surpris et bavant comme d'hab, quoi. Il demande combien de temps s'est écoulé depuis qu'il s'est endormi. Et elle lui répond 2 heures. Lui, il prétend que c'est à cause du sac de couchage et de la couverture que leur pote Hans a laissé, vous voyez. Maintenant,
il se sent obligé de lui prêter aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et elle est super contente, hein. Elle finit par s'endormir, et lourdement en plus. Elle devait être aussi crevée que notre barbare, les amis. Pour lui, on dirait que des semaines se sont écoulées dans ce jeu, mais non. Ça ne fait que 3 jours qu'il est arrivé, les gars. Du coup, il se demande ce qui est arrivé à son corps dans le monde réel. Vous imaginez? Alors, de ce qu'on se rappelle, il a été aspiré dans l'écran, carrément. Voyez. Notre héros, lui, n'en a aucune idée. Pas du tout. Quand il vérifie la montre, là, il ne restait que 10 minutes pour réveiller la belle au bois dormant, les amis. Et c'est seulement là qu'il commence à s'inquiéter, vous voyez? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire d'elle? Est-ce qu'il doit s'allier à elle et partager tout le butin du 3e jour? Le jeu commence à envoyer des groupes de gobelins, plus des gobelins seuls. Oh là là. Il dit qu'il peut facilement gérer jusqu'à 4 gobelins, pas de souci. Mais la question, c'est la sécurité pour dormir, n'est-ce que pas? Ou alors plus de pierres magiques? Le problème, c'est toujours le sommeil, hein? Puis, de nulle part, il aperçoit 2 humains qui arrivent dans sa direction. Incroyable. Il chuchote déjà, vous entendez? Mais n'est-ce pas l'elfe qu'on cherchait? Et l'autre répond, « Oui, c'est bien... c'est bien elle. » La blonde s'approche de lui, direct, et lui demande quelle est sa relation avec l'elfe. Vous imaginez? Il est un peu grincheux, oui, mais reste quand même amical, disant qu'ils sont des compagnons de nuit. Mais attention, quand la blonde demande quand il va partir et la laisser tranquille, il devient complètement furieux et dit qu'il ne répondra même pas. Ça fait trembler les gars. Vous croyez pas? Mais il dit qu'il comprend et leur dit de s'en aller. C'est fou. Est-ce qu'il a compris qu'il allait se faire découper en morceaux? Ou quoi? Le barbare comprend qu'elle est cherchée. Qu'elle est recherchée. Hein? Et maintenant, il est temps de la réveiller. Allez. Mais elle est toute rusée, la coquine. Elle lui demande d'attendre 5 minutes de plus en tirant la couverture. Trop drôle. Vous savez qui est devenu nerveux, là? Il la rappelle, et elle ne fait que râler. Oh là là! Ça lui fait comprendre qu'elle faisait semblant de dormir tout à l'heure, la petite cachotière. La couverture était lâche, et maintenant, elle la tient. Soudain, elle sent une traction. Oups. Le protagoniste l'a juste tirée et l'a assise comme un enfant. Trop mignon. Ce mec, c'est vraiment un barbare, hein? Il veut savoir direct pourquoi elle faisait semblant de dormir. Et elle, toute triste, elle dit que si elle se levait, il l'abandonnerait et partirait. Vous imaginez? Dans la tête du protagoniste, c'est bizarre qu'elle s'inquiète de ça. Du coup, il pense que quand elle ouvrira les yeux, leur marché sera terminé. Mais bon, avant ça, il lui demande ce qu'elle a à voir avec ces deux-là. Et elle affirme que rien, absolument rien. Ça n'a aucun sens qu'ils la reconnaissent comme ça, pas vrai? Et elle suppose qu'ils sont du même clan que l'homme qui a essayé de lui faire du mal. Enfin, le symbole sur leurs vêtements, c'était celui du clan appelé Union de Cristal. Direct, il pige que c'est super dangereux de se mêler d'elle, vu qu'un clan entier est à ses trousses. Mais en la regardant, en sachant qu'elle n'a que 20 ans, tout comme lui, il lui dit de le suivre pour qu'il puisse parler en marchant. « Vas-y, protagoniste, je veux la belle elfe dans l'équipe, moi. » Elle demande s'il va l'aider, mais il dit qu'il veut d'abord entendre toute l'histoire, ce qui excite l'elfe. Maintenant, il écoute son histoire. Elle a rencontré l'homme le premier jour, à l'intérieur du labyrinthe. Et ils sont devenus des compagnons de nuit. Pourtant, elle a senti quelque chose d'étrange et a fini par ouvrir les yeux. Ce qu'elle a vu, c'est l'homme qui s'approchait d'elle avec sa main, dans un endroit bizarre, lui disant qu'elle devrait dormir un peu plus. Elle a découvert ça plus tard, que ce mec est le gérant d'un clan qui fait des affaires. Au premier étage, quoi. Moi, perso, je dois déjà commencer à faire ma liste de gens que le protagoniste doit tuer dans cette histoire. Et pour l'instant, j'ai que 2 personnes. En haut de la liste, il y a ce sale type qui a attaqué l'elfe. En deuxième position, il y a ce misérable clerc qui n'a pas soigné le protagoniste. Bon, pour l'instant, on laisse notre liste comme ça, d'accord? Revenons à l'elfe. Elle dit qu'elle a réussi à s'échapper ce jour-là, mais son clan continue de la poursuivre. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée avec une flèche dans l'abdomen. Maintenant, le protagoniste veut savoir comment ils peuvent la traquer. Et il semblerait qu'ils utilisent des pierres de message pour continuer à la pourchasser. Les pierres de message sont un appareil mystique qui permet la communication, quand elles sont synchronisées avant utilisation, avec une portée d'environ 300 mètres. Peut-être si. C'est comme un talkie-walkie, et il réalise que s'il la laisse seule, elle va se faire capturer. Mais on dirait qu'elle n'a rien fait de mal. Alors, pourquoi ils insistent autant, hein? C'est juste pour la faire taire?
Elle dit que non, pas du tout, et toute rougissante. Elle raconte que quand elle s'est enfuie la première fois, elle a lancé son couteau et il s'est passé qu'il semblerait qu'elle ait touché un endroit terrible. Un endroit terrible? Si tu parles de là, j'ai entendu dire que ça s'est vraiment gâté. Il n'a même pas pu le remettre avec des potions, ouais. Ça, c'est plus qu'une raison suffisante pour qu'il te poursuive. Ça, elle s'en excuse, toute timide. Mais bon, c'était juste le karma pour ce type, hein. Et d'un coup, elle ressent une drôle de sensation et dit à Björn de ne surtout pas regarder en arrière. On les suit. Un groupe est derrière eux à 150. Le protagoniste est impressionné par sa précision, quand même. Et ça doit être la capacité passive des elfes, c'est sûr. Le protagoniste dit alors « Ils vont accélérer » et il lui demande si tout va bien pour elle. Elle dit oui, mais il sait que sa blessure s'est rouverte, les amis. Et pourtant, elle ne s'est pas plainte. Cette petite elfe forte, j'ai pas aimé ça. Non, j'ai adoré. Mais même s'ils accélèrent, la distance entre eux n'a pas diminué, vous voyez. Alors le protagoniste commence à réfléchir à un plan, hein. Elle remarque qu'il est très pensif et lui demande si tout va bien. Mais il lui demande juste ce qu'elle sait bien faire, en fait. Fièrement, elle répond qu'elle est douée pour laver le linge et nettoyer la maison. Ce qui refroidit pas mal l'ambiance de stratégie barbare, vous imaginez. Je parle de combat, ma belle. Elle dit qu'elle est douée avec les arcs, avec la magie du feu spirituel, et le protagoniste réalise que c'est l'élément le plus rare, waouh. Mais il veut savoir si elle a déjà tué quelqu'un avant. Elle dit non, mais elle affirme que si besoin, elle peut le faire, hein. Le protagoniste dit qu'il comprend, et il lui demande si elle n'aimerait pas devenir sa compagne, vous savez. Et il quitte le labyrinthe. Et du coup, c'est moi qui aurai les récompenses. Et moi, j'ai rien. Bon, alors je prends 9 et tu prends 1, d'accord? Et je ne veux pas entendre de plainte, hein? Étonnamment, elle accepte le marché. À seulement 100 mètres de l'ennemi maintenant, le protagoniste décide de changer de plan. Ils vont faire un détour et demander à quelqu'un d'invoquer l'esprit du feu. Ce qu'elle fait, bien sûr. Le protagoniste ne s'attendait pas à revenir ici, vous savez. L'elfe prévient que les ennemis sont plus proches, et Björn lui demande d'annuler son invocation. Soudain, ils deviennent visibles. Le protagoniste savait que ces types avaient de bonnes techniques de traque, hein, pour s'enfoncer dans l'obscurité. Alors, il appelle notre elfe préféré et lui dit de tirer. Pour abattre les ennemis, elle tend son arc dans cette magnifique pose d'archère et, avec un regard froid, elle tire sa flèche vers l'adversaire. Le touchant en pleine tête, elle pense qu'elle vient de faire sa première victime. Vous vous rendez compte? Et le protagoniste la félicite, disant que si elle avait hésité, il serait en danger maintenant, les amis. Maintenant, approchant le corps, Serdine. Tu m'entends, Serdin? Serdine répond. On a perdu le contact avec Serdin. Il poursuivait cette fille et le barbare. Et vous tous qui écoutez cette transmission, maintenant, rassemblez-vous dans le quartier des Gobelins. Ce mec qui est venu après Björn et l'elfe, il s'appelait Serdin, vous savez. Après avoir jeté un œil aux affaires de Serdin, notre héros a vu qu'il avait 2 poignards, un sac rempli de cristaux magiques et une potion accrochée à sa ceinture. Quant aux vêtements que Serdin portait, alors, maintenant, c'est l'elfe qui les porte. Et oui, notre héros lui dit qu'elle a l'air bien mieux comme ça, maintenant, vous trouvez pas? Elle lui apprend comment utiliser l'objet de communication. En forme de pierre, en appuyant sur le bouton sur le côté. Répétez, répétez. Serdine ne répond plus, c'est dingue. Il était en train de chasser cet elfe et il s'est fait vaincre, le pauvre. Ils sont dans le quartier des Gobelins, vous imaginez? Elle est avec un barbare qui a un gros marteau, sérieux. Et la récompense, c'est 10 000 pièces d'or, ni plus ni moins. La jeune elfe était déjà sous le choc, la pauvre. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter et de faire appel à son esprit, quoi. Parce qu'ils vont traverser les ténèbres maintenant, accrochez-vous. Maintenant, ils se dirigent directement vers le 2e étage de ce donjon, vous y croyez? Après un certain temps, elle l'appelle. « Monsieur ?» Et elle lui demande s'ils vont vraiment au 2e étage, hein? Il dit oui, et elle lui demande s'il est conscient que c'est bien plus difficile que le 1er étage, non? Il lui assure qu'il est au courant et qu'il n'y aura pas de problème, promis. Vu qu'ils forment une bonne combinaison, pas vrai? Ce qui la rend un peu gênée quand même. La vérité, c'est que un tank et un DPS à distance, ça a toujours été une bonne combinaison, hein? Cependant, elle hésitait encore à y aller, jusqu'à ce que la radio se remette à jouer, avec la voix qui dit que s'ils attrapent le l'aile, ils lui permettront de le garder au lieu des 10 000 pièces d'or. En entendant ça, elle accepte super vite. Et elle dit qu'elle ira au 2e étage avec le grand gars. Bien sûr, le protagoniste ne voulait pas qu'elle entende ça, mais ça lui a évité de la convaincre d'y aller. Selon lui, il a toujours aimé aider les nécessiteux, surtout s'il pouvait embêter les racailles. En chemin, il n'y aurait pas plus grande joie que d'aider, tout en détruisant complètement les ordures. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de ne pas aider.
Pendant qu'il marchait, elle lui a demandé s'il connaissait le chemin. Et il a dit « Pas exactement. Mais s'ils vont vers le nord, ils y arriveront. » Bien sûr, il sait ça parce qu'il a beaucoup joué au jeu, pas vrai? Puis, tout à coup, elle le prévient d'attendre, parce qu'il y a un piège de gobelins devant, et elle va s'en occuper. Évidemment, les gobelins en ont profité pour attaquer par derrière. Elle esquive le premier et tire avec son arc, touchant un des gobelins en pleine tête. L'autre est arrivé en chargeant, mais elle était déjà derrière lui à toute vitesse et il est tombé aussi. Cette femme est impressionnante, les amis. Toute joyeuse, elle demande au grand gars comment elle s'en est sortie. Et il la félicite, disant qu'elle est super forte, disant qu'elle est même meilleure qu'il ne l'espérait. Puis elle lui donne les cristaux magiques, disant que, comme promis, il en a 9 et elle en a 1, pas vrai? Tout le monde est super joyeux. Elle dit, toute contente, que s'il continue à avancer comme ça, elle pourra aussi en gagner et faire un cadeau à son petit frère. Vous imaginez? Le protagoniste, un peu perplexe quand même, est d'accord et lui dit de se donner à fond. D'un coup, la radio se remet à causer. Elle annonce qu'ils vont monter la récompense à 20 000 pièces d'or. Incroyable, non? Mort ou vif, par contre, ça rigole plus. Comme d'hab, le protagoniste la rassure direct, en disant qu'ils ne seront pas encore traqués dans l'obscurité. Un autre problème surgit. Oh là là les amis, cette fois, c'est pas vraiment ça, mais plutôt des morts vivants. Elle demande si elle doit les combattre, vous croyez? Mais il dit qu'ils vont se battre ensemble cette fois-ci. Dans Dungeon and Stone, on gagne plus de récompenses. La première fois qu'on bat un monstre de la même espèce, vous voyez? En gros, plus vous tuez d'espèces de monstres différentes, plus vous montez de niveau. C'est une super occasion pour eux, ça. Le protagoniste fonce et les défonce. Et ceux qui arrivent par derrière sont facilement abattus par des flèches. Paf! Avec un compagnon de confiance dans l'équipe, franchement, ça devient un jeu d'enfant, non? Et hop, les ghouls sont vaincus. Ils continuent vers le nord jusqu'à atteindre le 3e jour, finalement. En chemin, ils repèrent un truc bizarre. Ils trouvent du sang et d'après elle, ce n'est pas du sang de gobelin. Mais alors, à qui ça appartient, hein? Des gens qui ont failli perdre un pied ici et ont même laissé une sandale derrière eux, les amis, imaginez. C'est là que notre barbare est apparu la première fois. Vous vous en souvenez? Il est entré dans le labyrinthe, et juste derrière cet endroit, il y avait le portail pour le deuxième étage. Il se souvient qu'il a failli mourir à cause de ça. Il s'énerve, claque son marteau au sol et jure comme un charretier. Owen a peur et commence à s'excuser. Elle pense que c'est à cause de quelque chose qu'elle a fait. Il est contrarié comme d'habitude à cause de sa malchance. S'il était juste apparu et passé de l'autre côté, il serait déjà au 2e étage. Pendant ce temps, la fille elfe pleure. Elle pense que c'est sa faute. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas sa faute. Et c'est seulement là qu'elle comprend la situation. Elle exprime sa sympathie pour ce qu'il a dû traverser, le pauvre. La surprise pour lui, c'est qu'elle a vraiment compris ce qui s'est passé ici. Pourtant, elle dit qu'elle est sûre qu'ils sont allés au paradis. C'est Sami, ce qui veut dire qu'elle n'a rien compris, quoi. Mais bon, la vie continue. Alors, enfin, le moment est venu d'entrer dans le portail pour le 2e étage. Vous êtes arrivé au 2e étage, la forêt des gobelins. Ils tombent du ciel et s'écrasent au sol. Et maintenant, ils sont dans la zone nord de la forêt des gobelins. Apparemment, il n'y a aucune créature vivante dans un rayon de 50 mètres. Et c'est super bien éclairé grâce aux étoiles. Owen se demande pourquoi elle n'a jamais entendu parler d'une forêt au 2e étage. Et le protagoniste explique qu'il y a 4 portails, les amis. Au 1er étage, un mène à la forêt des gobelins au nord, un autre au Rupert de la Bête à l'est, un autre à la terre des morts à l'ouest. Et enfin, le portail sud, il mène à la montagne rocheuse sombre. Franchement, de tous les endroits, celui où ils ont atterri, c'était le moins pire, vous voyez? Alors, le protagoniste lui demande « Tu sais comment on retourne en ville, toi? Et après, comment on sort de ce donjon, hein ?» Elle explique qu'en fait, après un certain temps, tout le monde sera automatiquement téléporté hors du donjon. Oui, directement en ville, pour être exact. Au 1er étage, c'est après 160. Les amis. Et au 2e étage, c'est 240 heures. Carrément. Passé ce délai, hop, direction la ville. Alors là, le protagoniste, il décide que, quand ils approcheront des 178 heures au 1er étage, ils y retourneront et se téléporteront, ni vu ni connu.
Comme ça, le clan qui les traque ne pourra plus les voir, c'est ça le plan. Pour l'instant, explorons la zone près du portail. Qu'est-ce que vous en dites? La file elfe, elle prend les devants, montrant le chemin et signalant les pièges. Le protagoniste, lui, dit qu'il ne voit rien du tout là-bas, rien à part des feuilles et des pierres. Mais elle jette une pierre, et bim, le piège est là. Le piège est là. L'elfe demande si c'était bien, et la barbare répond juste qu'elle a fait son boulot, point barre. Après un moment de reconnaissance, il réalise que même avec plein de pièges, il n'y a pas de gobelins dans les parages. Bizarre, non? Alors, ils continuent leur exploration. C'est parti. Le problème avec le deuxième étage, c'est que